I didn't shoot anybody, sir. I haven't been told what I'm here for. I'm just a patsy. Shot. Lee Oswald has been shot. Supporters of Israel's nuclear weapons program were in fact involved in the JFK assassination. There's only one person in the world that John Kennedy trusted unequivocally, and that was Robert Kennedy. Obviously I was there, but I don't remember any of that. Par un étrange paradoxe, les auteurs qui défendent la thèse consensuelle du complot émanant de la CIA appuient largement leur argumentation sur la biographie d'Oswald, alors même qu'ils nient la culpabilité d'Oswald. C'est à peu près aussi utile que d'enquêter sur Oussama Ben Laden pour élucider les attentats du 11 septembre. L'innocence d'Oswald étant admise, la piste à suivre pour trouver le vrai coupable est bien plutôt, logiquement, celle de l'homme qui réduisit Oswald au silence 2 jours après son arrestation, et ainsi empêcha qu'Oswald ne répétât devant une cour de justice ce qu'il avait déjà déclaré de manière furtive à des journalistes dans le couloir du commissariat de Dallas. « I'm just a patsy. Je ne suis qu'un pigeon, un pion. » L'assassin d'Oswald se nomme Jack Ruby. On s'attendrait à ce qu'il soit le personnage le plus investigué de la recherche sur Kennedy. Or, il a fait l'objet de très peu d'attention. Même son véritable nom est ignoré du grand public, tant il est peu cité. Il s'appelait en réalité Jacob Léon Rubenstein. Originaire de Chicago, il était étroitement lié à la pègre juive, la fameuse Yiddish Connection. Son mentor était le gangster d'Hollywood Mickey Cohen, successeur de Benjamin Siegelbaum, dit Bugsy, parrain de Murder Incorporated. Cohen était lui-même en contact avec Menahem Begin, l'ancien chef terroriste de l'Irgun, spécialiste des attentats sous fausse bannière. Cohen avoue dans son autobiographie, je cite, « Je me suis tellement passionné pour Israël que j'ai mis de côté bon nombre de mes activités. Je ne faisais plus rien d'autre que m'occuper de cette guerre de l'Irgun. » Fin de citation. On sait de plus que Ruby téléphona à un associé de Mickey Cohen, Al Gruber, juste après l'arrestation d'Oswald. C'est alors, très probablement, qu'il reçut un contrat qu'il ne pouvait pas refuser, pour des raisons probablement liées à ses dettes. Ruby mourut en prison en 1967. Il n'aurait donc plus été disponible pour un nouveau jugement sous la présidence de Robert Kennedy. Mais son dossier était explosif, et il n'avait pas été avare en déclarations. Par exemple, il avait confié à son avocat William Kunstler, qui le rapporte dans son autobiographie, qu'il avait liquidé Oswald, je cite, « pour les Juifs ». Et il avait fait la même déclaration à son rabbin Hillel Silverman. Ruby n'est qu'un maillon intermédiaire d'un complot qui commence par le guet-apens de Dallas, qui se prolonge par le cover-up de la commission Warren et implique un pacte de silence avec les directions des grands médias. À chaque étape, on trouve les empreintes de l'État profond israélien. Commençons par le guet-apens de Dallas. N'ayant pas de caractère présidentiel officiel, le voyage de John Kennedy à Dallas était sponsorisé et planifié par une organisation nommée le Conseil citoyen de Dallas, Dallas Citizens Council. Kennedy était sur le chemin du gala, organisé en son honneur par cette institution lorsqu'il fut abattu. Le Conseil citoyen de Dallas était un puissant groupe d'influence dominé par des affairistes juifs comme le richissime Julius Sheps, décrit dans un livre sur la communauté juive du Texas comme, je cite, « membre de chaque synagogue en ville et chef de facto de la communauté juive ». Abraham Zapruder, l'homme qui filma l'assassinat de John Kennedy et vendit son film pour $150 000 au magazine Life, était membre du Dallas Citizens Council. Interviewé le jour même à la télévision, Zapruder ne pouvait réprimer sa satisfaction. Le comité d'accueil de Kennedy à Dallas était présidé par un autre membre éminent de la communauté juive texane, le publicitaire Sam Bloom. Selon l'ancien officier des services secrets britanniques John Hugh Wilson, c'est Bloom qui, je cite, suggéra à la police de rendre Oswald accessible à la presse. Il suggéra aussi, contre l'avis explicite du FBI local, qu'on déplaça l'assassin présumé du commissariat à la prison de Dallas afin de donner aux journalistes une bonne histoire et des images. Fin de citation. C'est durant ce déplacement qu'Oswald fut abattu par Ruby.
Hugh Wilson explique encore, lorsque les policiers fouillèrent le domicile de Ruby, ils trouvèrent une note avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de Blum. Après la tragédie de Dallas, les Sayanim d'Israël furent aussi très actifs dans la fabrication du mensonge d'État. À part son président Earl Warren, choisi pour son rôle figuratif en tant que président de la Cour suprême, les hommes clés de la commission d'enquête étaient tous soit des ennemis de Kennedy, comme Allen Dulles, le directeur de la CIA viré par Kennedy en 1961, soit d'ardents sionistes, comme Arlen Specter, qui sera, à sa mort en 2012, officiellement regretté par le gouvernement israélien comme, je cite, un infatigable défenseur de l'État juif. Specter était l'inventeur de la théorie de la balle unique, connue par les sceptiques comme la balle magique, qui prétend qu'une seule balle tirée par Oswald aurait causé 7 blessures à Kennedy et à John Connally assis devant lui, avant d'être retrouvé intact sur un chariot d'hôpital. À toutes les étapes de la mise en scène, on trouve donc une cabale sioniste incluant des hommes d'affaires, des politiciens et des gangsters, tous dévoués à Israël, sans oublier les directeurs de journaux. Leur mobile le plus probable a été révélé dans les années 1990 par 2 livres, The Samson Option de Seymour Hersh et Israel and the Bomb de Avner Cohen, et le sujet a par la suite été repris par d'autres ouvrages comme The Bomb in the Basement de l'historien israélien Michael Karpin. Il ressort de ces enquêtes que Kennedy, mis au courant par la CIA du projet d'armement nucléaire mené secrètement par Israël dans son laboratoire de Dimona dans le désert du Negev, était fermement déterminé à faire échouer ce projet. Il s'était engagé dans un bras de fer avec David Ben-Gourion, qui était à la fois le Premier ministre et le ministre de la Défense d'Israël. Ben-Gourion était convaincu qu'en voulant empêcher Israël d'acquérir la bombe, Kennedy mettait en danger la survie même de l'État juif, auquel il avait consacré sa vie entière. Il écrivit dans une de ses dernières lettres à JFK « Monsieur le Président, mon peuple a le droit d'exister et cette existence est en danger ». Kennedy, cependant, restait inflexible. Dans une lettre datée du 15 juin 1963, il exigeait une première visite immédiate, suivie de visites régulières tous les 6 mois, sans quoi, je cite, « l'engagement et le soutien de notre gouvernement pour Israël risquent d'être sérieusement compromis ». Fin de citation. Ben-Gourion démissionna de sa fonction le jour même où il devait recevoir cette lettre, se retirant, pour ainsi dire, dans les sphères du pouvoir profond. Kennedy envoya une nouvelle lettre à son remplaçant, Levi Eshkol, mais ne reçut jamais de réponse. On peut émettre l'hypothèse qu'en même temps que sa démission, Ben-Gourion avait donné l'ordre d'assassiner Kennedy. En effet, 11 jours après avoir démissionné, Ben-Gourion se montrait plus déterminé que jamais de doter Israël de l'arme atomique. Je cite, « Je ne connais aucune autre nation dont les voisins déclarent qu'ils souhaitent la détruire et ne le déclarent pas seulement, mais s'y préparent par tous les moyens à leur disposition. Nous sommes un petit nombre et nous ne pouvons pas rivaliser avec les 180 millions d'Américains ou avec autant de nos voisins arabes. Mais il y a une chose en laquelle nous ne sommes pas inférieurs aux autres peuples du monde, c'est le cerveau juif. Le cerveau juif n'est pas sans ressources. La science juive n'est pas sans ressources. Je suis convaincu que la science est en mesure de nous fournir les armes qui serviront la paix et dissuaderont nos ennemis. » Fin de citation. 5 mois plus tard, la mort de Kennedy soulageait Israël de toute pression et même de tout risque de publicité sur son programme nucléaire militaire secret. John McCone, le directeur de la CIA nommé par Kennedy, démissionnera en 1965 en se plaignant du peu d'intérêt manifesté par Johnson sur ce dossier. Selon les termes choisis par l'historien Stephen Green, l'évolution la plus significative pour le programme d'armement nucléaire israélien en 1963 eut lieu le 22 novembre sur l'avion volant de Dallas à Washington lorsque Lyndon Johnson fut assermenté et devint le 36e président des États-Unis après l'assassinat de John Kennedy. La Maison-Blanche de Lyndon Johnson ne voyait pas de Dimona, n'entendait pas de Dimona et ne parlait pas de Dimona. Fin de citation. La détermination de Kennedy à faire avorter le projet Dimona n'était qu'une partie du problème Kennedy pour Israël. Tout aussi insupportable était sa détermination à faire appliquer la résolution 194 des Nations Unies concernant le retour des quelques 800 000 réfugiés palestiniens expulsés dans les années 1947-48. Pas plus tard que le 20 novembre 1963, la délégation états-unienne aux Nations Unies mettait à nouveau cette question sur le tapis, causant une vive protestation dans les cercles israéliens. En plus de cela, depuis les tout premiers mois de son mandat, Kennedy s'était montré favorable à Nasser,
le plus redoutable ennemi d'Israël. L'historien Philippe Muhlenbeck écrit « Tandis que l'administration Eisenhower avait cherché à isoler Nasser et réduire son influence en favorisant le roi Saoud d'Arabie comme rival conservateur au président égyptien, l'administration Kennedy poursuivit la stratégie exactement inverse. » Fin de citation. Après la mort de Kennedy, la politique étrangère américaine s'inversa à nouveau radicalement sans que le public américain ne s'en rendît compte. Johnson coupa l'aide économique à l'Égypte et augmenta l'aide militaire à Israël qui, selon Stephen Green, dans son livre Taking Sides, America's Secret Relations with a Militant Israel, atteignit 92 millions en 1966, plus que le total de toutes les années précédentes cumulées. Depuis 50 ans, la piste israélienne dans l'assassinat de Kennedy est soigneusement étouffée, et tous ceux qui se risquent à la mentionner sont immédiatement ostracisés. Le député américain Paul Findlay se risqua néanmoins à écrire en mars 1992 dans le Washington Report on Middle East Affairs, je cite, « Il est intéressant de noter que dans tout ce qui a été écrit et dit au sujet de l'assassinat de Kennedy, l'agence de renseignement d'Israël, le Mossad, n'a jamais été mentionnée. » Fin de citation. Un seul auteur, en fait, a creusé cette piste. Il s'agit de Michael Collins Piper, auteur en 1995 de Final Judgment, The Missing Link in the JFK Assassination Conspiracy. Piper, décédé en 2015, a été traité en pestiféré au sein même de la communauté des chercheurs sur Kennedy. Mais son travail a fait son chemin. En 2013, dans son édition des lettres de Kennedy, incluant celle adressée à Ben Gourion à propos de Dimona, Martin Sandler mentionne le travail de Piper et qualifie sa théorie comme, je cite, « l'une des théories les plus intrigantes ». C'est en réalité une théorie largement partagée dans les pays où le pouvoir d'intimidation du lobby israélien reste modéré. Le colonel Kadhafi en était persuadé. ورفض الإسرائيليون وأخيرا أصر هو على التفتيش. كان المخرج من هذه الأزمة هو استقالة بن غوريون. استقال حتى لا يوافق على تفتيش مفاعل ديمونة وأعطى الضوء الأخضر بقتل كندي، وهكذا قتل كندي بسبب مفاعل ديمونة وإصراره على تفتيشه. Le 23 septembre 2009, Kadhafi eut l'audace de réclamer à ce sujet une enquête internationale devant l'Assemblée générale des Nations unies. Plusieurs investigateurs identifient Lyndon Johnson, le vice-président de Kennedy, comme l'un des cerveaux de l'attentat de Dallas. Il est certain en effet que les conspirateurs n'ont pu agir qu'avec l'assurance préalable que Johnson, propulsé à la tête de l'État dès l'annonce de la mort de Kennedy, les couvrirait. Le climat de crise nationale créé par l'événement permit à Johnson d'intimider la justice et la presse. Il est non moins certain que Johnson participa activement à l'élaboration du complot. Ancien sénateur du Texas, il a pu mobiliser des complicités haut placées dans son fief de Dallas pour faciliter le guet-apens. Johnson exerçait aussi un contrôle étroit sur la Navy, à la tête de laquelle il avait réussi à faire nommer successivement deux de ses partenaires d'affaires texans, John Connally puis Fred Korth. Or, c'est à l'hôpital de la Navy à Washington que fut réalisée l'autopsie falsifiée du président Kennedy, après que son corps fut littéralement arraché des mains des médecins légistes de l'hôpital Parkland à Dallas. C'est le rapport de la Navy qui établira que la balle mortelle est entrée par l'arrière du crâne. Contrairement à une rumeur tenace mais infondée, c'est aussi à la Navy et non à la CIA qu'avait été recruté Lee Harvey Oswald, le pion programmé pour servir de bouc émissaire et disparaître. Oswald était en effet un marine et avait travaillé au Japon pour l'Office of Naval Intelligence, ONI, la branche espionnage de la Navy. Johnson avait profité de son influence à la Navy pour participer à la plus gigantesque affaire de corruption au sein du complexe militaro-industriel. Son complice texan, Fred Korth, fut forcé de démissionner de son poste de secrétaire à la Navy en novembre 1963, après que le département de la justice, dirigé par Robert Kennedy, l'eut mis en cause dans l'attribution frauduleuse à l'entreprise texane General Dynamics
d'un marché d'armement de 7 milliards de dollars, le plus gros marché d'armement à l'époque. Le secrétaire personnel de Johnson, Bobby Baker, était également inculpé et l'affaire menaçait de faire tomber Johnson lui-même. En raison de cette affaire, John Kennedy était déterminé à changer de vice-président pour sa campagne de réélection en 1964. Se trouvant à Dallas la veille de la visite fatidique du président, Richard Nixon en profita pour ébruiter la rumeur, comme le rapporta le Dallas Morning News du 22 novembre. Je cite, « Nixon prédit que JFK laissera tomber Johnson ». Fin de citation. Au lieu de cela, Johnson devint président le jour même. Beaucoup d'Américains ont soupçonné Johnson dès le premier jour, et plus encore après la publication en 1964 du livre de James Evett Halley, « A Texan Looks at Lyndon », le regard d'un Texan sur Lyndon. Un livre qui dresse de Johnson le portrait d'un homme d'une ambition dévorante et d'une corruption absolue. Selon un autre biographe, Robert Caro, Johnson avait pour le pouvoir, je cite, « une faim si sauvage et dévorante qu'aucune considération de moralité ou d'éthique, aucun prix pour lui-même ou pour les autres ne pouvait l'arrêter. » Fin de citation. Robert Kennedy lui-même soupçonnait Johnson, qu'il détestait au plus haut point. « Johnson ment tout le temps, disait-il. Je te le dis, il ment continuellement, surtout. Dans chaque conversation que j'ai avec lui, il ment. Il ment même quand il n'en a pas besoin. » Au fil des années a été réunie une somme considérable d'indices et de témoignages qui incriminent Johnson. La piste de Johnson n'est pas contradictoire avec celle d'Israël. Bien au contraire, les deux pistes se croisent dans le personnage clé de Jack Ruby, alias Jacob Rubenstein, l'assassin d'Oswald. Lorsqu'il fut entendu par les enquêteurs de la commission Warren, Jack Ruby insista pour être conduit à Washington afin, je cite, « d'apporter la vérité au président » et pour être disculpé afin que mon peuple ne souffre pas à cause de ce que j'ai fait. Il disait craindre en effet que son geste soit exploité, je cite, « pour créer une fausse idée sur certaines personnes de confession juive ». Fin de citation. Mais il ajouta que cela pouvait être évité, je cite, « si notre président, Lyndon Johnson, apprenait la vérité de moi ». Par ces mots étranges, Ruby semble avoir voulu adresser à Johnson un message lourd de sous-entendus, qui semble contenir la menace de révéler l'implication d'Israël dans l'assassinat de Kennedy s'il n'était pas gracié par le nouveau président. Sans doute Ruby espérait-il que Johnson le sorte de prison. Tout comme en 1952, Johnson était parvenu à éviter la prison à son tueur Malcolm Wallace, pourtant reconnu coupable de meurtre au premier degré sur l'amant de la sœur de Johnson qui avait tenté de le faire chanter. Mais Johnson ne fit rien pour Ruby et celui-ci fut condamné à perpétuité. Sa déception explique pourquoi, en mars 1965, étant parvenu à donner une brève conférence de presse filmée depuis sa prison, Ruby incrimina Johnson à mots couverts. La déposition de Ruby à la commission Warren fut obtenue et publiée par la journaliste Dorothy Kilgallen dans le New York Journal American du 18 et 20 août 1964. Kilgallen avait en outre interviewé Ruby durant son procès à Dallas, et elle se disait sur le point de dévoiler la véritable histoire. Elle fut retrouvée morte d'une overdose d'alcool et de barbiturique le 8 novembre 1965. Quant à Ruby, il fut mis à l'isolement et mourut en 1967, officiellement d'une embolie pulmonaire consécutive à un cancer foudroyant. Ruby n'est pas le seul élément qui relie Johnson et Israël, loin de là. En réalité, Johnson a toujours été l'homme d'Israël. Ses campagnes électorales étaient financées depuis 1948 par le célèbre leveur de fonds Abraham Feinberg, également président de l'association Americans for Haganah Incorporated. C'est ce même Abraham Feinberg qui, après les primaires démocrates de 1960, fit à Kennedy la proposition suivante rapportée par Kennedy lui-même. Je cite, « Nous savons que votre campagne est en difficulté. Nous sommes prêts à payer vos notes si vous nous laissez le contrôle de votre politique au Moyen-Orient. » Fin de citation. Et ce sont deux sionistes notoires, le directeur du Washington Post Philip Graham et son éditorialiste Joseph Alsop, qui se chargèrent de convaincre Kennedy de choisir Johnson comme vice-président. Il suffisait pour cela de parler à Kennedy de ses aventures extra-conjugales, dont Edgar Hoover, très proche de Johnson, détenait des preuves.
Selon Evelyn Lincoln, qui fut la secrétaire de Kennedy pendant 12 ans, je cite, « Jack savait que Hoover et LBJ auraient fait courir partout des histoires de femmes. » Kennedy confia lui-même à son assistant Hyman Raskin, je cite, « Nous n'avions jamais considéré Lyndon, mais ces bâtards essayaient de me coincer. Ils m'ont menacé de me causer des problèmes et je n'ai pas besoin de problèmes supplémentaires. » Fin de citation. C'est ainsi que, contraint par le réseau sioniste et malgré l'opposition farouche de son frère Robert, John fut forcé de choisir Johnson comme vice-président. En 2013, l'Associated Press divulgua des enregistrements du bureau ovale démontrant, je cite, « la connexion personnelle et souvent émotionnelle de Johnson avec Israël ». Un article du Five Towns Jewish Times, publié sous le titre étonnant de « Notre premier président juif, Lyndon Johnson ?» rappelle le soutien constant de Johnson pour les Juifs depuis les années 40 et conclut « Le président Johnson a fermement orienté la politique américaine dans une direction pro-Israël. Dans une perspective historique, le pont aérien d'urgence vers Israël en 1973, le soutien diplomatique constant, l'assistance économique et militaire et les liens stratégiques entre les deux pays peuvent être mis au crédit des graines plantées par Johnson. » Fin de citation. L'article mentionne également que des recherches dans l'histoire personnelle de Johnson indiquent que son intérêt pour le peuple juif est un héritage de sa famille. Sa tante Jessie Johnson Hatcher, qui eut sur lui une influence majeure, était membre de la Zionist Organization of America. La lignée des mères juives peut être retracée sur 3 générations dans l'arbre généalogique de Lyndon Johnson. Il fait peu de doute qu'il était juif. Fin de citation. Peu importe au fond les loyautés ou motivations secrètes de Johnson. Ce qui est certain, c'est que grâce à Johnson, Israël a pu se doter de la bombe atomique et mettre à exécution son plan d'annexion des territoires palestiniens. En s'appuyant sur les faucons du Pentagone et de la CIA que Kennedy avait bridés, Johnson intensifia la guerre froide et créa le climat de tension approprié pour qu'Israël et ses relais médiatiques aux États-Unis puissent diaboliser Nasser et renforcer son propre statut d'allié indispensable. C'est en 1967, par la guerre des 6 jours, qu'Israël parvint à tripler sa superficie, tout en créant l'illusion d'agir en légitime défense, en faisant passer des mouvements défensifs de l'armée égyptienne pour des préparatifs d'agression, sous les applaudissements de la presse américaine. Le mensonge israélien ne pouvait tromper les renseignements américains, mais Johnson avait donné son feu vert à l'attaque israélienne et autorisé la CIA à transmettre aux Israéliens les positions précises des bases aériennes égyptiennes, ce qui leur permit de réduire à l'impuissance l'aviation égyptienne en quelques heures. 4 jours après le début de l'attaque israélienne, Nasser avait accepté la demande de cessez-le-feu du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était trop tôt pour Israël, qui n'avait pas encore atteint tous ses objectifs. C'est alors que le 8 juin eut lieu l'attaque du USS Liberty, un navire de la NSA, stationné en eau internationale au large du Sinaï. They dropped napalm and strafe its decks with rockets, cannon fire and armor-piercing rounds before trying to sink it with torpedoes. We had no way to defend ourselves, and it was we're just slaughtered. Durant 75 minutes, ce navire fut bombardé, mitraillé et torpillé par des Mirage et 3 torpilleurs israéliens, tandis que Johnson, depuis la Maison-Blanche, interdisait à la 6e flotte stationnée à proximité de se porter à son secours. Même les canaux de sauvetage furent mitraillés. L'attaque aurait été mise sur le compte de l'Égypte si elle avait réussi, c'est-à-dire si le navire avait été coulé et son équipage exterminé. L'opération aurait alors donné à Johnson un prétexte pour intervenir militairement aux côtés d'Israël contre l'Égypte. Mais elle échoua. Le scandale fut étouffé par une commission d'enquête dirigée par l'amiral John Sidney McCain II, père de John McCain III, qui s'illustra récemment par son soutien aux terroristes en Syrie. Everyone in the national security team recommended arming ISIS. Johnson accepta discrètement les excuses d'Israël pour son improbable erreur d'identification. Mieux, il fit d'Israël, à partir de 1967, le premier client de l'industrie militaire américaine. Cette opération apporte la preuve de la complicité secrète de Johnson avec Israël, impliquant une trahison contre son propre pays. Many of Johnson's closest friends and advisors were pro-Israeli, and they reported back to Tel Aviv on his every move. The Israeli story constantly shifted to counter whatever new intelligence the White House received.
So sensitive were these communications that the Israelis used code names to protect the identity of their White House agents. But for the first time, the members of the ring can be named. Hamlet was a $1 million fundraiser for the Democrats. When he rang, Johnson took his calls. He was Abe Feinberg. Menashe was Arthur Goldberg, the U.S. ambassador to the United Nations. Harare was David Ginsburg, a high-profile Washington lawyer who also represented the Israeli embassy. Ilan was Supreme Court Justice Abe Fortas. Lyndon Johnson had dinner with him on the eve of the Six-Day War. The strategy worked. The U.S.-Israeli relationship proved to be stronger than the killing and injuring of more than 200 Americans. Pour conclure, outre le fait que John et Robert étaient frères, leurs assassinats ont au moins deux choses en commun, Johnson et Israël. Premièrement, leur mort encadre précisément la présidence de Lyndon Johnson, marquée par d'autres assassinats politiques comme celui de Martin Luther King. Johnson supervisa les deux enquêtes. Deuxièmement, dans chacune de ces deux enquêtes, l'élément central qui contredit la thèse officielle oriente fortement les soupçons vers l'État profond israélien. Dans le cas de Robert, c'est la manipulation d'un Palestinien très suggestionnable dans le but de faire apparaître le meurtre de Robert comme motivé par la haine d'Israël. Dans le cas de John, c'est l'intervention d'un gangster juif lié à l'Irgun pour liquider le pigeon Oswald. Or, ces deux éléments communs dans les assassinats des frères Kennedy, Johnson et Israël, sont eux-mêmes étroitement liés, au point de se confondre, car Johnson est un homme de main d'Israël, tout comme Ruby, bien qu'à un autre niveau. Les preuves d'un lien occulte très puissant entre Johnson et Israël incluent la haute trahison de Johnson dans l'affaire du US Liberty. Le lien causal entre les deux assassinats apparaît alors clairement. Même si Robert avait été pro-Israël, Israël et Johnson auraient eu une raison impérative de l'éliminer avant qu'il n'accède à la Maison-Blanche et qu'il ne rouvre l'enquête sur l'assassinat de son frère. Il apparaît finalement que pour résoudre l'assassinat de John Kennedy, il suffit de s'intéresser aux deux assassinats qui lui sont liés. Premièrement, l'assassinat de Lee Harvey Oswald, l'homme dont le procès risquait de faire tomber les masques. Deuxièmement, l'assassinat de Robert Kennedy, l'homme qui aurait pu rouvrir l'enquête. Or, l'assassinat d'Oswald et celui de Robert Kennedy portent tous deux, bien que de façon très différente, la signature du pouvoir profond israélien. Le sentiment profond d'une terrible vérité cachée sur les assassinats en série des Kennedy hante la psyché collective américaine, un peu comme une crypte au sens psychanalytique. Un secret refoulé qui travaille en profondeur l'inconscient de l'Amérique et dont le dévoilement menace l'identité même de la nation. Ce mensonge a rendu l'Amérique vulnérable à d'autres mensonges, car tout mensonge crée une prédisposition au mensonge et même la nécessité d'autres mensonges pour le couvrir. La crypte se transforme en abîme à mesure qu'un mensonge vient s'enfouir dans un autre. Inversement, le dévoilement d'un mensonge menace le dévoilement d'autres mensonges. C'est pourquoi l'on constate encore aujourd'hui, 50 ans après, une volonté farouche de pérenniser le mensonge sur la mort de Kennedy. Le dévoilement de la vérité sur Kennedy conduira inéluctablement au dévoilement de la vérité sur le 11 septembre et à la prise de conscience de tous les autres mensonges par lesquels les États-Unis et le monde ont été entraînés dans des guerres contre les ennemis d'Israël. Carl Jung, le psychologue de l'inconscient collectif, disait que le caractère mythique d'une vie exprime précisément qu'elle a une portée humaine générale. La vie et la mort des Kennedy possèdent une telle dimension. La dynastie Kennedy incarnait la racine et la branche catholique irlandaise du peuple américain, avec tout ce que cela représente d'antagonisme au puritanisme anglais, la branche la plus judaïsée du christianisme. Cet antagonisme renvoie aux martyrs de l'Irlande catholique sous l'oppression anglaise. Durant la Seconde Guerre mondiale, la République irlandaise est restée neutre, refusant de s'allier aux Britanniques. Après la guerre, le mouvement catholique américain en paya le prix. Joe Kennedy, le père de John et Robert, émit en privé l'opinion que, je cite, « les Juifs avaient gagné la guerre ». Sur le plan culturel, l'influence irlandaise commençait à décliner. Dans ce contexte, la présidence de John Kennedy était dans la psyché collective et dans la destinée des États-Unis, riche d'implications spirituelles.
Cette signification méta-historique du pouvoir des Kennedy n'échappait pas aux Juifs sionistes, habités, eux, par le projet géopolitique suprémaciste de l'Ancien Testament, et plaçant tous leurs espoirs sur leur capacité à infléchir la politique étrangère états-unienne au profit d'Israël. Il y a dans la tragédie des Kennedy une signification providentielle. C'est pourquoi la lumière sur cette affaire marquera le début de la fin du contrôle mental exercé par le mouvement sioniste sur l'Amérique et l'Occident en général. Les frères Kennedy pourront alors recevoir le culte national qu'ils méritent.